Donc on va rentrer dans le cœur, le vif du sujet, sur l'ubérisation et l'économie participative. Donc je vous rappelle un petit peu le programme, vous l'avez effectivement, il vous a été distribué. Donc tout d'abord, on va avoir une conférence de Grégoire Leclerc, qui va durer une petite heure. Ensuite, on aura une table ronde qui sera animée par Luc Bélière, avec à la fois des chefs d'entreprise, des hommes politiques locaux. Et puis ensuite, la parole sera à la salle, donc pour poser toutes les questions que cette conférence ou que la table ronde auront suscité chez vous. Eh bien, merci. Alors donc, commençons par le gros morceau. Le gros morceau s'appelle Grégoire Leclerc. Il a 34 ans, il est marié, il a 4 enfants. Alors c'est pas anodin parce que vous allez voir tout ce qu'il fait. On se demande comment il fait ça dans une seule journée. Salarié et auto-entrepreneur. En 2009, il a fondé la Fédération des auto-entrepreneurs, qu'il préside encore, je crois. En 2015, il a fondé l'Observatoire de l'ubérisation. Il a participé à la rédaction de nombreux ouvrages, mais notamment, il y a deux ouvrages, je crois qu'il en a apporté quelques exemplaires qu'il pourrait aussi dédicacer à la fin pour ceux qui le souhaitent. L'auto-entrepreneur pour les nuls. C'était pas celui-là, c'était un autre, c'est pas grave. Celui-là, non. Et l'ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien, point d'interrogation. Donc voilà, j'appelle Grégoire Leclerc pour une petite heure de présentation de l'ubérisation, des enjeux économiques et de l'économie participative. Bien, merci pour la petite présentation. Oui, donc j'ai bien écrit les 2 livres, mais j'ai amené que le 2e, parce que je pense que l'auto-entrepreneur pour les nuls vous intéresse moins ce soir. Merci pour votre accueil, cette salle est très belle. Merci au CJD pour son invitation. Alors, je vais aller rentrer assez vite dans le vif du sujet. Je vais quand même d'abord vous expliquer pourquoi c'est moi qui parle ce soir et de quoi je vais vous parler. Alors, comme on vous l'a dit à l'instant, j'ai cofondé il y a 2 ans, donc en août 2015, ce qu'on appelle l'Observatoire de l'ubérisation. C'est un organisme d'ailleurs auquel vous pouvez tous participer, une simple association les 1901, qui rassemble aujourd'hui à peu près 150 membres, très hétérogènes. Pascal Pic, par exemple, fait partie de notre observatoire. On a des parlementaires, on a des journalistes, on a des chercheurs, des universitaires, beaucoup d'entrepreneurs, des grands groupes, quelques grands groupes, pas mal de start-up. Et on a 2 objectifs très simples. Le premier, c'est de faire ce qu'on fait maintenant, ce qu'on fait dans la presse, c'est d'essayer d'expliquer de manière claire et limpide ce qu'il y a derrière ce mot valise, parfois assez détestable d'ailleurs, d'ubérisation. Et derrière, on va voir qu'on peut tirer les ficelles et vraiment décrypter les phénomènes économiques. Puis la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on essaie d'influencer nos politiques. Alors, il y en a quelques-uns qui sont pas très faciles à toucher, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus à l'écoute. Alors on en a rencontré beaucoup en 2 ans, des parlementaires bien sûr, des hauts fonctionnaires, à peu près tous les instituts qui sont ici nous ont auditionnés ou ont travaillé avec nous sur des rapports. Et ce qui est intéressant de noter quand même, c'est que pour un phénomène qui est jeune, parce que finalement ça fait 2 à 3 ans qu'on parle de ça, je trouve que notre pays a réagi assez vite. Et qu'on a, notamment à la Cour de cassation, au Conseil d'État, au Conseil national du numérique, chez France Stratégie, etc., des gens qui ont creusé le sujet, vraiment loin, et qui ont commencé à apporter des propositions sur le thème. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Je reviendrai sur ce qu'on a fait après, simplement pour résumer un peu le livre. Ce livre, en fait, il a fait le bilan des 18 premiers mois de travail. Et dans le livre, on est parti du terrain. Donc on interroge un VTC, on interroge un auto-entrepreneur dans le bâtiment, on interroge une babysitrice, on interroge une coiffeuse. Et on interroge aussi des grands comptes qui ont très peur. Et puis on leur demande pourquoi ils ont peur, on leur demande ce qu'ils font sur le terrain, et on essaie de décrypter comment ça marche dans le concret. C'est ça le plus important d'ailleurs, c'est qu'on comprenne comment ça marche dans le concret. Et ensuite, on en tire des enseignements de nature politique, sociale et juridique. Alors, on va tout de suite passer au vif du sujet. Alors, qu'est-ce que l'ubérisation? Je n'ai pas la réponse. Alors, si, j'ai un peu la réponse. Mais pas tout à fait, parce que c'est pas simple.
déjà, je vais vous donner la première définition, c'est celle du petit Robert, celle qui est en haut. Il y en a peu qui lisent le petit Robert, je pense, mais intéressant de savoir qu'il existe toujours. C'est le verbe qui a été retenu et pas le nom, d'ailleurs. Et on dit ubériser, deux points, déstabiliser et transformer, première partie, avec un modèle économique innovant, deuxième partie, et enfin, tirant profit des nouvelles technologies. Là, il y a deux remarques qu'on peut faire. La première, c'est que on ne définit pas l'ubérisation par ce qu'elle est, mais par ce qu'elle produit. Ce qui montre, d'ailleurs, qu'on ne sait pas dire ce qu'elle est. Hein, on a du mal à la définir vraiment. Et dans ce qu'elle produit, on voit que ce n'est pas le digital, c'est-à-dire ce n'est pas les nouvelles technologies qui sont la source de l'ubérisation. Ce ne sont qu'un moyen d'y arriver. Et la vraie disruption, je dis un deuxième terme qu'on va devoir expliciter, la vraie disruption dans tout ça, c'est le modèle économique innovant. Alors disruption, parenthèse, c'est là de l'anglais to disrupt, qui veut dire déstabiliser en fait. Donc c'est ce qu'on appelle la disruption, c'est en fait la déstabilisation d'un modèle. Alors comment on peut le préciser un petit peu? Nous on a rajouté deux éléments importants pour bien comprendre l'ubérisation. D'abord, on précise que c'est un rapport de force rapide. Donc c'est violent. Il y a des acteurs qui sont mécontents. Il y a des acteurs émergents qui veulent prendre des parts de marché importantes, qui veulent s'imposer. C'est une bataille économique, c'est une vraie guerre de parts de marché entre les anciens, ce qu'on appelle les tradis, et les nouveaux, ce qu'on appelle les barbares. Il y a une vraie bataille. Et deuxièmement, on précise que très souvent, encore une fois, c'est pas toujours le cas, c'est pour ça qu'il faut jamais tomber dans le lieu commun avec l'ubérisation, très souvent, on a recours aux travailleurs indépendants. Et on verra que c'est pas tout à fait toujours le cas. Alors une fois qu'on a donné cette définition, on s'est posé deux questions importantes. C'est de savoir si c'était une mode, comme vous pouvez connaître des centaines de modes différentes, ou si c'était un phénomène économique de fond. C'est-à-dire si c'était une vraie lame de fond, un phénomène qui pourrait s'apparenter à une révolution industrielle, et dont on parlera encore dans 10 ans, dans 15 ans, comme on a parlé de la révolution Internet, de la première, de la deuxième ou de la troisième révolution industrielle. Et pour répondre à cette question, on a regardé quels étaient les sous-jacents. Alors les sous-jacents, ce qu'on appelle les sous-jacents, c'est les leviers, les phénomènes sur lesquels va s'appuyer cette révolution industrielle, économique, sociale. Alors on en a répertorié 3. Le premier, celui de gauche, va aller très vite, parce que vous le connaissez par cœur, c'est la révolution numérique. D'abord, c'est pas nouveau, ça fait 30 ans qu'on digitalise nos entreprises. C'est pas une révolution en soi, c'est une longue marche en avant d'accès aux nouvelles technologies dans les entreprises. Il faut juste rappeler que 110% des Français ont un smartphone. Il y a des Français qui ont 2 smartphones quand même. 110%. 95% des foyers ont soit la fibre, soit la DSL. 55% des entreprises ont la fibre. Que les nouvelles technologies, c'est pas que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est un peu réducteur. Et qu'il faut rajouter à ça, bon, bien sûr, les nouvelles technologies de l'information, le big data, la collecte en masse de beaucoup de données, l'intelligence artificielle, qui permet de les travailler, de les collecter, de les transformer, de les exploiter. Bien sûr, l'Internet des objets connectés, qui fait que tout smartphone, mais demain, tout frigidaire, toute machine à laver, toute alarme de maison, toute voiture sera connectée à Internet. Et enfin, il faut rajouter l'algorithmie ou la robotisation, qui est un peu la même chose, c'est-à-dire le fait de faire tourner dans des robots et dans des grandes formules mathématiques des modèles qui les rendent de plus en plus performants. Vous rajoutez à ça la loi de Moore qui double de puissance nos machines tous les 18 mois, et vous avez compris que les nouvelles technologies, c'était un levier et un moyen très efficace et important. Deuxième levier, à mon sens beaucoup plus intéressant, la révolution de la consommation. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec une personne qui est ici. Si je vais faire quelque chose qui peut-être va pas vous plaire ou va pas vous parler, mais je vais décrire de manière un peu caricaturale le consommateur d'une grande ville. On va dire parisien, mais en tout cas d'une grande ville. Dans tout ce qu'il a de plus détestable. Le consommateur, il est devenu pressé, stressé, exigeant, voulant tout comparer, voulant tout noter, y compris son maire, son député, son président d'agglomération, son médecin, son expert comptable, son prof à l'école, voulant bien sûr beaucoup de transparence,
Donc, il veut connaître le prix, il veut savoir comment il fait le prix, il veut connaître la marge de son commerçant. Et d'ailleurs, comme il a de plus en plus d'informations, il a de plus en plus de moyens de le savoir, il veut se plaindre. Et comme il a les réseaux sociaux, il a un formidable porte-voix pour se plaindre. On se rend compte aujourd'hui que quand on n'est pas content d'Orange, quand on n'est pas content de sa machine à laver, on va sur les réseaux sociaux, on va interpeller la marque et dans les 3 minutes 50, la marque nous a répondu en disant « je suis désolé ». Alors qu'on peut passer 2 heures au service client d'une boîte qui répond pas. On est donc très infidèle, puisqu'on peut tout comparer, on peut aussi tout changer. Et ça va de plus en plus vite. Et globalement, on préfère de plus en plus l'usage à l'actif. C'est très important de comprendre ça. Alors je prends l'exemple, souvent, bon, l'exemple d'Airbnb est assez classique, hein, vous préférez finalement changer de maison de vacances tous les étés, plutôt d'avoir votre propre maison de vacances, encore plus si vous n'avez pas les moyens. Parce que finalement, vous pouvez changer de lieu, vous pouvez découvrir d'autres endroits, vous pouvez tester, vous pouvez tout faire. Mais vous préférez aussi louer une voiture 2 week-ends par trimestre plutôt que d'acheter la vôtre. Vous préférerez demain louer une bétonnière 3 fois par an pour réparer une dalle plutôt que d'acheter la vôtre, etc., etc. D'ailleurs, il suffit de regarder les publicités pour les automobiles, pour les voitures. Aujourd'hui, on vous dit, c'est à partir de 149 € par mois. On vous dit plus à partir de 19 990 €. Donc on est vraiment on est passé dans l'ère de l'usage. Et donc tout ça, c'est très central, c'est très nouveau. En plus, c'est très lié à la première révolution dont j'ai parlé, puisque les nouvelles technologies entretiennent et augmentent et amplifient ce phénomène. Et la consommation, du coup, elle devient de plus en plus caricaturale dans tout ce que j'ai décrit. Et surtout en ville, parce qu'on verra tout à l'heure que la ruralité ne se comporte pas tout à fait pareil. Troisième révolution, alors ça c'est une révolution que vous connaissez tous, c'est la révolution post-crise, 2007-2008. Globalement, notre pays ne s'en remet pas. Il était déjà pas très fort avant, alors après c'est encore pire. Et globalement, le constat qu'on fait tous, c'est que nos entreprises, même les plus fortes et les plus dynamiques, ont du mal à pourvoir le plein emploi. Donc on va pas se mentir, on a 10 millions de chômeurs en France, et donc tous les moyens, que ce soit chez le particulier ou dans l'entreprise, pour s'échapper au carcan du code du travail, ou aux charges, ou à la lourdeur administrative, ou à la difficulté à trouver un CDI ou un CDD, sont utilisés. Et alors c'est notamment l'émergence de tout le travail indépendant, qui a doublé de taille en 10 ans, et qui doublera de taille dans les 10 prochaines années. Alors ça donne quoi sur le terrain? Ça donne l'émergence de 1,3, 1,5, 1,8 millions de personnes qui sont en capacité d'offrir des compétences, un savoir-faire, à l'heure, à la tâche, à la mission, à la semaine, au résultat, sur place ou à distance. Dans un morcellement et dans une réorganisation complète des modes de travail classiques. Alors, une fois qu'on a compris comment les sous-jacents travaillaient, on a juste à les allier les uns aux autres. Et là, je vais faire 2 distinctions. D'un côté, l'économie collaborative et de l'autre, l'ubérisation. Ça permet de préciser un peu les termes. Quand vous mettez en relation 2 particuliers entre eux, via les plateformes, en termes barbares, ça se dit C to B to C. D'accord? Encore. Customer to business to customer. Donc, quand vous mettez en relation 2 particuliers entre eux, pour échanger via une plateforme technologique, des services, de l'aide, etc., etc., à but non lucratif, vous êtes dans l'économie collaborative. C'est la définition théorique du sujet. Alors, typiquement, c'est Blablacar, c'est Airbnb, c'est Hitch pour la location de voitures, c'est etc., etc., des plateformes de location de biens entre personnes, etc., etc. Dans ce cas-là, les particuliers n'ont pas un but lucratif. D'accord? Si vous rajoutez le 3e levier, qui est le levier de l'indépendance, alors vous avez toujours, dans le modèle, au moins un pro déclaré. Au minimum auto-entrepreneur, mais il peut être freelance, profession libérale, petite entreprise. Et donc on a une relation de B to B to C, c'est l'exemple d'Uber. C'est le particulier qui va consommer un pro via la plateforme, ou on peut carrément avoir du B to B to B, et là ce sont des entreprises qui vont consommer elles-mêmes, par exemple des graphistes professionnels sur une plateforme. On voit que tous les modèles sont possibles. La seule chose qui ne change pas dans tous ces modèles, c'est qu'il y a toujours une plateforme au milieu. Et on va s'intéresser beaucoup à la plateforme. Alors, quelques chiffres quand même pour un tout petit peu remettre en perspective le phénomène.
D'abord au niveau mondial, puis au niveau français. Alors, au niveau mondial, il ne faut pas trop se faire de grands schémas dans la tête en disant ça va emporter tous nos métiers, c'est devenu un énorme phénomène. Au niveau mondial, ça pèse entre 0,1 et 0,3% du PIB. Autant dire, ça ne pèse rien. D'ailleurs, ça ne mérite même pas que pour 0,1 à 0,3% du PIB, on en parle ce soir. C'est ridicule. En revanche, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. D'abord, au niveau mondial, c'est que la croissance de ce secteur depuis 3 ans, et pour les 10 prochaines années, c'est en moyenne 35% de croissance par an. C'est un marché qui va être multiplié par 20 en 10 ans. Et c'est un marché qui, du fait qu'il est aujourd'hui en train simplement d'essuyer les plaques, de convertir un peu les comportements, se développe lentement. Et comme il est fortement exponentiel, et du fait même des modèles des plateformes, il va très rapidement emporter des parts de marché importantes. Et on va vous montrer notamment dans Airbnb que les parts de marché sont déjà colossales. Colossales. Sur la France. Alors sur la France, on a 200 000 auto-entrepreneurs cette année, en 2016, qui ont travaillé sur les plateformes. On a un pays qui est très dynamique au niveau start-up. Et on sait qu'entre 180 et 200 startups ont émergé avec succès en 2016 sur ce modèle. Ce qui est déjà beaucoup. Ça reste encore un petit chiffre d'affaires parce qu'on parle de 800 millions. Un dernier élément, en matière de consommation. Ça va peut-être vous choquer, c'est comme ça. On est le premier pays au monde, en matière d'appétence pour la consommation collaborative. Il y a cette enquête a été faite par Ernst & Young sur 15 pays dans le monde. Il n'y a pas de pays plus accroché à la consommation collaborative que le nôtre. Ce qu'on appelle l'économie du bon coin. En fait, alors ça s'explique beaucoup, hein, ça s'explique par le post-crise, ça s'explique par le pouvoir d'achat, ça s'explique par justement la recherche des Français régulièrement pour la bonne affaire, la débrouille, le bon plan, le petit truc qui va permettre de gagner un peu d'argent. Et globalement, on voit que la population française est très prête à consommer de manière collaborative, y compris dans des secteurs assez incroyables. Hein. On parle de se loger, s'habiller, se déplacer, se nourrir. Donc les Français sont très avant-gardistes par rapport à beaucoup d'autres pays, même d'Europe. Et enfin, 2 chiffres que je vais donner pour bien étayer ce que j'ai dit tout à l'heure. En matière de pure consommation collaborative, donc le schéma de gauche, hein, c'est-à-dire le digital plus la consommation, en 2016, ça a apporté 257 € d'économie aux Français qui l'ont utilisé. Typiquement, ils n'ont pas dépensé en prenant le train parce qu'ils ont pris le Blablacar à la place. Donc ils ont économisé 257 € via l'économie collaborative. Et ça leur a rapporté en plus 238 € de revenus. Par exemple, ils ont mis du matériel de bricolage à louer, ou leur voiture à louer, ou une chambre de bonne sur Airbnb, qui leur a rapporté du revenu. D'accord ? Donc quand on fait la somme, on voit qu'on est autour de 500 € de gains par rapport à ce que ça pourrait être si l'économie collaborative n'existait pas. Donc voilà pour les chiffres, ça reste des chiffres aujourd'hui assez faibles, hein, faut reconnaître. Alors, qu'est-ce que ça touche ? Troisième question importante. L'ubérisation, donc l'économie de plateforme. Pour être plus précis, on ne va pas parler d'ubérisation parce que c'est un terme qui n'est pas adapté. On va parler de l'économie de plateforme. L'économie de plateforme, elle touche tous les secteurs des services. Quand je dis tous les secteurs des services, je dis tous les secteurs des services. Qu'ils soient réglementés ou pas, qu'ils soient chers ou pas chers, qu'ils soient complexes ou simples, qu'ils soient que en ville ou que à la campagne, ça touche tous les secteurs des services. Et ceux qui croyaient se protéger derrière la réglementation d'un secteur, la présence d'un ordre, la présence de je ne sais quoi, une ancienneté, une crédibilité, une pérennité ou que sais-je, ont été surpris. On va parler un peu des taxis tout à l'heure, on verra que ce n'est pas la réglementation qui protège. Ensuite, on pense, mais on peut se tromper, on pense que les secteurs industriels ne sont jamais ubérisés. Alors pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas plateformiser un outil industriel. Vous ne pouvez pas imaginer avoir chaque particulier qui aurait une porte de voiture dans son salon. Oui, c'est improbable. La seule chose qu'on pourrait peut-être plateformiser, c'est l'énergie. Comme les Suisses essayent de le faire d'ailleurs avec plus ou moins de succès, en disant chaque particulier peut à terme avoir un petit bout, par exemple d'énergie photovoltaïque chez lui, et qu'en mettant en commun cette énergie, on pourrait réussir à produire au moins autant
que ce que produirait un barrage. Sans doute pas une centrale nucléaire, mais peut-être un barrage. Donc là, on a mis les secteurs. Alors cette infographie est intéressante. Malheureusement, elle est dépassée. Elle est déjà dépassée parce que là-dessus, il faut rajouter la sécurité, par exemple, qui n'est pas dedans. Il faut rajouter le monde vétérinaire, qui n'est pas dedans. Il faut rajouter un certain nombre d'autres secteurs qui, petit à petit, passent à la moulinette de la plateformisation. Ça se fait plus ou moins lentement. Ça se fait avec des modèles qui ne sont pas toujours les mêmes. Il faut les regarder un peu à la loupe les uns et les autres. Mais on voit que dans la logistique, le voyage, la conciergerie, le financement, la politique, je pense d'ailleurs que les élections ont bien démontré que les partis étaient déjà très désintermédiaires. L'immobilier, le marketing, la santé, enfin bref. Cette infographie, vous pouvez la retrouver sur le site facilement. Alors, maintenant, on va essayer de se mettre dans la peau de ce qu'on appelle un barbare, un libéralisateur. On va voir à quoi il ressemble et comment il agit. On va rentrer dans le terrain. Alors d'abord, c'est toujours un nouvel entrant. Toujours. C'est-à-dire que pour l'instant, dans les 150 cas qu'on a dû examiner depuis 2 ans et demi, on n'a pas trouvé de grands groupes ou de PME qui avaient réussi à s'auto-ubériser, à s'auto-disrupter. Parce que c'est très complexe, parce que c'est pas du tout les mêmes techniques, parce qu'il y a une pression des syndicats ou des organisations qui font qu'on ne peut pas le faire facilement. Et donc c'est toujours un nouvel entrant qui a réussi à le faire. Ensuite, il a toujours appliqué la même méthode, c'est-à-dire qu'il a dit il faut proposer de nouvelles manières de travailler avec un recours souvent massif, soit à travail indépendant, soit à des chaînes de valeur, on va voir, un peu différentes. Et on va s'affranchir des règles historiques. Alors, 2 exemples. Dans les taxis, quand Uber décide de lancer Uber Pop, il s'affranchit totalement des règles historiques. Il dit, je le sais, un particulier n'a pas le droit, contre rémunération, de conduire un autre particulier en France. Mais c'est pas grave, j'assume, j'y vais, je lance. Ils étaient quasiment assurés de perdre la bataille juridique. Ils ont fini en garde à vue, ils ont perdu 200 000 euros. Mais en équivalent publicitaire et en image de marque pour la boîte, c'est un équivalent publicitaire de 14 millions d'euros. Pendant toute la période où ils ont fait ça, ils sont passés pour la boîte qui voulait lutter contre les rentes, qui voulait dynamiser, moderniser, libéraliser le transport, etc., etc. Premier exemple, on en reparlera. Deuxième exemple, Airbnb. Que fait Airbnb? Oui, Airbnb s'affranchit des règles du marché, mais pas de manière illégale. Eux, ils le font de manière naturelle, ils le font de fait. Pourquoi? Quand vous êtes un hôtelier, vous avez des règles à respecter. Accessibilité, sécurité, contrôle, visite des commissions, etc., etc. Quand vous êtes un particulier, vous n'avez aucune règle à respecter. Vous mettez à votre disposition de quelqu'un, que vous ne connaissez pas d'ailleurs, une chambre pour une nuit, pour un séjour. Et donc, prix indépendamment chambre par chambre, il n'y a aucune règle qui s'applique. Sauf que quand vous agrégez les 1,5 million de chambres d'Airbnb dans le monde, évidemment, vous avez contourné la règle. Aujourd'hui, c'est 3 fois plus que le groupe Accor dans le monde. Ensuite, ils font comme toutes les startups. Et là, c'est quelque chose d'extrêmement simple à faire. Vous allez lister ce qu'on appelle les irritants. D'ailleurs, on en tirerait une conclusion très intéressante. On va prendre l'exemple d'un taxi. Quels sont les irritants que vous avez quand vous prenez le taxi? Premier irritant, il faut trouver la borne de taxi. C'est pas toujours vrai. Une fois que vous êtes à la borne, vous ne savez pas dans combien de temps arrive le taxi. Deuxième irritant. Troisième irritant, quand le taxi arrive, vous ne savez pas combien ça va vous coûter. Difficile. Quatrième irritant, plus vous conduisez, enfin, plus vous roulez avec le taxi, plus vous voyez le compteur monter, vous ne savez toujours pas combien ça va vous coûter. Et cinquième irritant, vous descendez du taxi avec une valise ou de nuit ou avec un chien, et là on vous dit, il y a un supplément. Irritant, supplémentaire. Et ça, je le fais pour les taxis, mais je pourrais le faire pour les vétérinaires, pour les médecins, pour les experts comptables, pour la livraison de repas à la maison, peu importe. Et donc, la plateforme, elle ne fait qu'une seule chose, comme dans les élections d'ailleurs. Elle fait une promesse. Elle dit, ma promesse à moi, c'est que, à la fin, vous n'aurez plus aucun irritant. Je vais gommer tous ces irritants, et je vais donc en fait capitaliser sur l'expérience utilisateur. La seule chose qui compte dans ces plateformes, c'est l'expérience utilisateur. Et je vous invite à faire un test, vous allez voir. Toutes les expériences utilisateurs sont parfaites. Et celles qui ne sont pas parfaites annoncent à très court terme la mort de la startup. Parce que c'est ça qui compte.
Et donc, c'est aussi le corollaire qu'il y a derrière, c'est que toute entreprise qui n'a pas d'irritant ne sera jamais ubérisée. Par définition, puisque les startups n'iront pas sur des marchés où globalement il n'y a pas de meilleure promesse à faire que celle déjà existante. Alors, c'est d'ailleurs, les gens me disent non, ça n'existe pas. Je dis ben si, prenez l'exemple des taxis à Berlin ou des taxis à Londres. Comme il y a 70 000 taxis à Berlin, 70 000 taxis à Londres que vous n'attendez pas et qu'en plus les tarifs sont réglementés et affichés et jamais dépassés, Uber n'a jamais réussi à s'implanter. Jamais. Il n'y a même pas Uber Allemagne. Ça n'existe pas. Mais nous, en France, comme on a organisé le marché pour qu'il y ait des irritants, forcément, ils sont installés. Ensuite, deuxième point, on met en place une plateforme numérique. Plateforme numérique, encore une fois, c'est un outil. J'en parlerai même pas, parce que c'est pas intéressant. C'est un outil technique. Il y a des startups, des SS2I, des développeurs qui font ça très bien. C'est un outil. Alors, il y a des, là aussi, c'est pareil, il y a des plus petits dénominateurs communs. C'est toujours une plateforme qui a à la fois du back-office, du front-office, de la mobilité, de l'intelligence artificielle, de la notation. Toujours de la notation. C'est extrêmement important. Encore une fois, vous pouvez aller voir, toutes les plateformes qui le font ont un système de notation. Et plus ça va, plus le système de notation est pointu. Parce que dans le système de notation, vous avez de plus en plus de données et d'informations sur l'expérience utilisateur, qui permet d'ailleurs de noter à la fois le prestataire, mais aussi le client. Uber, par exemple, note tous ses clients, il faut le savoir. Vous n'avez pas accès à votre note, c'est un sujet. Enfin, on va monter un modèle. Donc là, il s'agit de mettre en relation une place de marché, c'est-à-dire des offreurs d'un côté et des demandeurs de l'autre. Donc le challenge, il est simple. Vous imaginez très bien dans un marché d'un petit village, vous avez des vendeurs de fromage, des vendeurs de pommes, des vendeurs de saucissons. Et de l'autre, vous avez des acheteurs de fromage, des acheteurs de pommes, des acheteurs de saucissons. Et le principe, c'est d'équilibrer toujours l'offre et la demande. La plateforme, c'est le placier. Lui, il est là pour dire, vous venez, les vendeurs de fromage et de saucissons, payez-moi cher parce que la semaine prochaine, samedi matin, il y a 2000 personnes qui viennent au marché. Je vais écouler tous vos fromages en 2 heures. La promesse. Et en plus, ça va être super, j'ai mis des allées, vous pouvez vous garer, c'est gratuit, etc. Et de l'autre, vous allez voir les clients et vous leur dites, venez parce que samedi prochain, j'ai les meilleurs vendeurs de saucissons de la région qui sont là. Le problème, c'est que si vous avez trop de vendeurs de saucissons et pas assez d'acheteurs, les vendeurs vont dire, ben, j'ai perdu mon temps. Je suis venu sur votre marché, il n'y avait rien à vendre, et il y avait trois bateaux. Et inversement, si vous n'avez qu'un vendeur de saucissons et 2000 clients, en un quart d'heure, il n'y a plus de saucissons, donc la promesse, elle n'est pas tenue. Vous avez dit à tous vos acheteurs, vous avez trouvé des saucissons, or, au bout d'un quart d'heure, il n'y en avait plus. Alors, c'est un imagé, mais bien sûr, mais ce qui est sûr, c'est que dans le challenge de ces plateformes, c'est là où elles se cassent les dents. Alors, globalement, elles ont en général beaucoup trop d'offreurs au début, et ensuite beaucoup trop de demandeurs. Elles ne gardent pas les offreurs, parce que les offreurs, n'ayant pas de clients, ne restent pas sur la plateforme. Et ensuite, quand elles ont trop de demandeurs, elles n'ont plus la promesse, parce que comme souvent il y a une promesse d'immédiateté, quand les gens ne sont pas servis en un quart d'heure ou en une demi-heure, ils s'en vont. Et donc, ils ne reviennent plus sur la plateforme. Et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, on est infidèle, on teste tout, on se plaint, bref. Et l'effet boomerang revient sur les plateformes aussi vite que sur les autres, évidemment. Alors, maintenant, alors là, on va prendre cette partie un peu plus conceptuelle, mais c'est intéressant quand même de le voir. Ce que j'ai dit là, en fait, c'est que l'ubérisation, d'abord, c'est l'âge d'or de l'expérience client, et deuxièmement, c'est l'âge d'or de la plateforme. Sans plateforme, pas d'économie de plateforme. Sans place de marché organisée, pas de place de marché. À gauche, vous avez le schéma traditionnel qu'on connaît tous. Pour n'importe quelle grande marque que vous connaissez, on fonctionne comme ça. Je prends Apple, par exemple. Conçoit le produit. Ton produit, en général loin, à pas cher. Ensuite, on a des assembleurs, on a des logisticiens qui l'amènent. Et ensuite, on a des distributeurs triés sur le volet ou pas, avec plus ou moins une qualité, une qualification. Et enfin, vous avez le client qui achète. La chaîne de valeur est purement descendante. Et on se répartit la marge, tout le monde l'achète. À droite, vous avez la plateforme qui s'intercale au milieu et qui, globalement, emmerde tout le monde. Pourquoi? Parce qu'elle fait la pression à la fois sur le haut et sur le bas. Elle va imposer du haut, qui baisse les prix, qui baisse les coûts, pour être bien affiché sur la plateforme. Et elle va proposer en bas que pour avoir une meilleure expérience, il donne de la donnée, de la notation, de la compétence, du temps, voire de l'argent. Alors,
dit comme ça vous parle peut-être pas. Et je vais vous montrer pourquoi ce que je dis là peut être extrêmement dangereux. Le premier ubérisateur de l'histoire, c'est pas Uber. Le premier ubérisateur de l'histoire, c'est Booking. En fait, le premier à avoir réussi à monter une place de marché digne de ce nom, qui tient la route, c'est Booking. Mais on s'en est pas rendu compte à l'époque. Il n'y a que les hôteliers qui s'en sont rendus compte. Surtout à Paris, d'ailleurs. En 2007, quand Booking arrive, ils font la même réflexion. Ils disent, quels sont les irritants quand je dois trouver un hôtel? Alors rappelez-vous, prenez aux pages jaunes, tournez les pages des hôtels, vous arrivez à la première ligne, et là vous dites, ah, j'appelle, ça répond pas. Deuxième ligne, j'appelle, il est fermé aujourd'hui. Troisième ligne, j'appelle, il est sympa, il me dit 589 €, je dis, ah, c'est un peu cher, j'avais prévu 150, 120, c'est un déplacement perso, machin, bon, je raccroche. Quatrième, il est plein. Cinquième, ah, c'est parfait, 89 €, je peux pas arriver mieux. Ah oui, mais je suis à 4,50 km de la gare. Bah non, moi je vais y aller à pied, il faut que je prenne un taxi, pas rajouter un irritant. Sixième hôtel, vous trouvez l'hôtel, super, à proximité de la gare, à 119 €, vous arrivez là-bas, vous voyez les photos, vous n'aurez jamais choisi un hôtel comme ça. Vous êtes hyper déçus, c'est pas propre, vous êtes mal accueillis, etc., etc. Bien sûr, vous pouvez pas vous plaindre, vous pouvez pas le noter. On a vécu ça. Voilà, ça vécu. Booking, ils disent, bah, c'est simple, moi je crée la plateforme qui va gommer tous ces irritants. Ma promesse, c'est que ça va être super simple. Donc je tape hôtel, centre-ville, Montparnasse. Premier lien, Booking. Deuxième lien, Booking. Troisième lien, Booking. Je clique dessus. Oui, normal. Booking investit 5,9 milliards de dollars par an de pub sur Google. 5,9 milliards de dollars. Premier client de Google, c'est Booking. Donc forcément, ils sont toujours présents. À partir du moment où vous êtes sur Booking, tous vos irritants disparaissent. Vous êtes géolocalisé, vous savez à quelle distance ils sont. Tous les prix disparaissent, parce que vous pouvez les classer par prix, vous pouvez les classer par note, vous pouvez les classer par avis, vous pouvez les classer par proximité par rapport à votre point. Vous pouvez tout faire. Et vous avez même la disponibilité des chambres, et s'il n'y a plus de chambres, l'hôtel disparaît. Ça a l'air génial comme ça. D'ailleurs, c'est génial pour le consommateur. C'est quoi l'impact? L'impact, c'est que, l'ubérisateur, en réalité, fait une pression d'enfer sur le prix des hôtels. Quand Booking s'est lancé, ils avaient 30% des chambres qui arrivaient, qui transitaient via Booking. Aujourd'hui, c'est 70% des chambres qui transitent via Booking. Donc c'est ce qu'on appelle le concept de surtraitance. C'est qu'en fait, la plateforme est venue surtraiter les hôteliers. Autrement dit, les hôteliers sont devenus des sous-traitants de la plateforme. Des vulgaires sous-traitants de la plateforme. À qui on impose des prix. Voilà, c'est ce qu'on met là. Le sous-traitant, le prestataire devient un sous-traitant de la plateforme. Dès lors, il n'est plus maître du prix, du tout. Alors, il peut choisir de laisser son prix, mais s'il ne le fait pas, il va être déréférencé de la première page ou des bonnes affaires, donc il ne vendra plus ses places. Deuxièmement, comme l'ubérisateur ne produit rien, ne possède rien, les prix d'exploitation sont toujours sur le dos de l'hôtelier. Donc c'est toujours à lui de faire tourner son hôtel, il faut le peindre, à la commission de sécurité, l'accessibilité et tout, bah oui, c'est toujours pour l'hôtelier. 3. L'expérience utilisateur, elle est sur la plateforme, la grande transparence sur le prix, l'expérience, etc. Donc la marque qu'on retient, c'est pas l'hôtel du centre-ville, dont j'ai déjà oublié le nom, c'est Booking. Et enfin, 4e, le cash, très important. Le cash transite par Booking. Tout le cash transite par Booking. 1,8 million d'euros par jour transit par Booking. Donc ils n'ont pas besoin rien qu'en jouant avec le cash, ils ont ce qu'il faut en main. Bon, en plus, c'est pas de démarche quand même. Alors, là, on a essayé de faire une réflexion, je ne vais pas rester longtemps sur cette slide parce qu'elle est peut-être un peu complexe, vous pourrez la retrouver sur le site aussi. On a essayé de décrypter de manière un peu théorique la façon dont on pouvait classer les startups. Aujourd'hui, comme l'ubérisation est dans toutes les bouches, n'importe qui arrive et prétend ubériser un secteur. Sauf que c'est pas toujours vrai, parce que c'est pas si simple. D'ailleurs, on le voit. Parfois, vous avez besoin d'indépendants, parfois, vous n'en avez pas besoin. La preuve, c'est que Booking, ils ubérisent en gardant les traditionnels, et que Uber, eux, ils sont allés chercher des indépendants, etc., etc. Donc ça marche pas tout à fait toujours pareil. Et alors, ce qu'on peut comprendre globalement avec ce tableau, c'est que si l'entreprise propose une innovation de rupture, mais produit elle-même la prestation ou le produit, globalement, elle n'est pas sur la bonne piste. Je ne dis pas que ça va marcher,
J'ai juste qu'elle n'est pas sur la bonne piste, c'est les 3 branches de gauche, et que soit elle va être un différenciateur, soit un low-coster, soit un automatisateur. Donc elle va se différencier autrement qu'en faisant faire la prestation par quelqu'un d'autre. D'accord? Ça, c'est les 3 branches de gauche. C'est moins intéressant. Si par contre elle vous dit, oui, je vais vendre la prestation, mais je ne vais pas la faire. Vous dites, ah, toi, tu as tout compris. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y a encore un petit écueil, c'est est-ce que tu vas encaisser l'argent de la prestation finale? Non. Ah ben non, ça va pas. Ça, c'est le Bon Coin. Le Bon Coin, c'est une plateforme de mise en relation, mais ils n'encaissent pas l'argent. Ils laissent les gens transiter entre eux. Et vous payez quand vous allez chercher votre vélo bradé à 5 €, là. Vous allez chez dans 3 mois. Et globalement, la plateforme, elle a un peu raté son objectif principal parce que le cash ne transite pas par elle. Donc, il y a beaucoup d'activités qui passent en dehors de la plateforme. Ce qu'on appelle un connecteur. D'ailleurs, le Bon Coin l'a compris puisqu'ils changent leur modèle économique pour rebasculer de l'autre côté. À partir de juillet, vous allez voir, ça va changer. Et alors, si elle encaisse l'argent sans faire la prestation, donc là on est au milieu, alors elle peut faire appel à des tradis, donc c'est du cat booking, ou alors ne pas faire appel à des tradis et donc prendre des amateurs ou des nouveaux professionnels. Dans tous les cas, ça sera soit un ubérisateur, soit un néo-distributeur, ça revient au même, ça déstabilise complètement le marché. Ok, je ne vais pas rester plus longtemps là-dessus. Si vous voulez creuser, je ne sais pas où j'en suis en timing, mais ça va. Okay. Alors, pour distinguer encore un petit peu les choses, là on va vraiment dans le détail, on peut ubériser selon 3 niveaux de danger, on pourrait dire, pour l'entreprise. Soit dans le cœur de métier, soit dans l'intermédiation intérieure, donc dans l'intermédiation, c'est-à-dire au niveau intermédiaire, soit carrément dans les nouveaux usages. Je vais vous donner 3 exemples ici, vous allez comprendre très vite. Dans le tourisme, par exemple, si vous êtes dans le cœur de métier, vous êtes Airbnb, donc vous allez produire du logement à la place des hôtels. Là, c'est cœur de métier. On peut faire plus cœur de métier que ça. Au lieu d'aller dans l'hôtel, vous allez chez Airbnb, vous allez piquer un client à l'hôtel. Ensuite, on peut être dans l'intermédiation. Là, c'est Booking.com. C'est un ubérisateur. Mais malgré tout, il renvoie quand même les clients dans l'hôtel, au final. Ça quitte pas complètement l'hôtel. Ok? Et puis les nouveaux usages, alors là, c'est par exemple, c'est TripAdvisor ou la fourchette, où là, on va rajouter un usage à l'usage, donc on va dire, va vous permettre d'avoir une remise sur le restaurant parce que vous êtes passé par la fourchette. D'accord? Donc c'est vraiment un nouvel usage. On n'est pas persuadé qu'à terme, ils n'aillent pas vers le centre. Le principe, évidemment, de tous ces gens-là, c'est toujours de retourner vers leur core business. Parce que là où c'est le plus lucratif, c'est quand vous êtes au centre. C'est la même chose pour la mobilité ou pour la banque, l'assurance. On voit que les gens essaient de créer des modèles économiques qui sont soit core business, soit intermédiaires, soit en nouveaux usages. Vous les connaissez peut-être pas tous, mais globalement, c'est un peu la même chose. Waze, par exemple, dans la mobilité, va changer votre façon de conduire, mais ne va pas pour autant vous enlever d'autres voitures. Vous allez continuer à conduire. En revanche, sur l'intermédiation, vous allez avoir Uber. Là, vous n'allez plus dans le taxi, vous allez dans un pro, mais qui est effectivement pas vous. Et enfin, dans le cœur du métier, là, vous avez par exemple le voyage SNCF, Expedia ou Captain Train, qui eux vont rester dans le train ou dans l'avion, dans le cas Expedia, mais avec des prix et des marques beaucoup moins bonnes pour les tradis. Alors on va prendre 3 cas, pour un peu creuser rapidement 3 cas intéressants. Le premier, c'est quand même Uber, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Uber, c'est une histoire compliquée. Donc Uber a été créé en 2009 à Paris-Charles de Gaulle, quand le fondateur, qui s'appelle Travis Kalanick, était donc étudiant à Harvard. Il arrive à Paris en vacances d'été, et il se dit, donc les smartphones étaient déjà très répandus à l'époque, et il se dit, ça serait quand même génial de pouvoir commander un taxi sur son smartphone. Il se rend compte à Paris que c'est hyper complexe, qu'il n'arrive pas à trouver un taxi. Enfin, il raconte cette histoire derrière dans un carnet qu'il a gardé. Il rentre donc aux États-Unis, il finit ses études. En 2011, il lance un prototype à San Francisco, et en 2012, il le relance en France. Enfin, il l'apporte en France. 2e pays au monde après les États-Unis. Il y avait le Canada en même temps que la France. Très rapidement, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais très rapidement, il y a une accessibilité assez forte qui se fait autour des services de transport parce que le prix est déjà plus faible, et en plus, c'est effectivement très ergonomique, très sympa, ça touche très vite les jeunes, puis les cadres sup, puis à peu près toute la population parisienne.
Et ensuite, ils ouvrent à 15 grandes villes. Parenthèse d'ailleurs que je vais ouvrir, on n'en a pas parlé avant. Ils ouvrent à 15 grandes villes, et ils l'ont dit, il y a peu de chances qu'ils ouvrent dans plus de villes que ça. Vous allez dire pourquoi? Parce que dans le phénomène de la place de marché, il faut une masse critique. Quand je dis une masse critique, c'est une masse critique de population et une densité critique. Donc il faut en fait beaucoup de gens sur un espace recette. Et en France, d'après les équations qui sont fait tourner, les modèles qui sont fait tourner, il n'y a que les 15 plus grandes villes qui s'adaptent à ce modèle. Après, vous n'avez pas une densité assez forte, vous n'avez pas une population assez importante pour nourrir en permanence la place de marché. Ce qui fait que, globalement, vous pouvez faire tourner une place de marché, mais vous aurez moins de gens, ou vous aurez moins de fréquences, ou vous aurez des grands trajets à faire. Et ce qui n'est pas rentable, ce qui n'est pas pratique. Ensuite, donc très rapidement, bien sûr, dès l'année d'après, il y a une réaction assez violente des acteurs traditionnels qui se retournent vers le gouvernement et qui disent il faut interdire Uber en France. Ce à quoi le gouvernement répond on ne peut pas. Parce que ce qu'ils font pour l'instant, c'est légal. En l'occurrence, ils ont juste demandé à des professionnels déclarés comme lotis, avec une licence de transport de personnes qui n'est pas une licence de taxi, de sur réservation prendre des gens à un point A pour les amener à un point B. Et ils le font sur réservation du fait de l'application. Et il se passe deux choses intéressantes qu'il ne faut jamais faire. Je crois que maintenant on l'a compris. La première chose, c'est que les taxis sont assez violents. Il y a une manif sur le périph' où ils brûlent une voiture, etc. Bon. Et surtout, ils décident de baisser les prix. À un moment donné, ils disent nous, on ne peut plus tenir, on va baisser les prix. Et à partir du moment où ils font ça, ils envoient un signal extrêmement négatif. D'abord, ils disent à tous les gens qui sont montés dans leur taxi depuis 20 ans ou 30 ans, ça fait 20 ans ou 30 ans que je vous arnaque, puisqu'en fait, je peux continuer à faire la même chose avec un tarif plus bas. Ce qui est toujours très mal perçu par le client. Très mal perçu. Sachant qu'en fait, il ne fallait pas faire ça, il fallait se différencier en matière de service. Et deuxièmement, ils sous-estiment Uber en faisant ça. Parce qu'ils disent, de toute façon, Uber, une fois qu'on sera au même prix qu'eux, on va rééquilibrer les parts de marché, ça se passera bien. Sauf que Uber les prend au mot, et la semaine d'après, qu'est-ce qu'ils font à leur tour? Baissent les prix. Et alors là, on part dans une spirale absolument néfaste pour tout le monde, qui fait que si on continue comme ça, on va arriver à une marge nulle. Hein. L'un des deux va avoir une marge nulle et donc va mourir. Et en l'occurrence, ça ne sera pas Uber qui mourra parce que Uber, je rappelle, qui perd $1 milliard tous les ans. Ils ont une capitalisation boursière qui est absolument énorme. Je ne sais plus si elle est à jour ici. Elle est de 60 milliards, oui. 60 milliards de valorisation boursière, capitalisation boursière. Ils ont levé des fonds comme ça en regardant des doigts. Et donc ils ont tout le temps. La stratégie d'Uber, c'est quoi? C'est d'essorer un marché. En fait, c'est très simple. Uber, ils disent, nous, on a créé un nouveau design. On prend des parts de marché. On est plébiscité par le consommateur. Donc on va continuer à essorer le marché à un tarif très bas. Jusqu'à ce que les taxis soit nous aient rejoints. Ce qui se passe, il y a déjà 3000 taxis qui les ont rejoints à Paris. Il y a déjà 3000 taxis qui conduisent à moitié comme taxi et à moitié comme chauffeur VTC pour Uber. La preuve que ça marche. Et où qu'ils aient disparu du territoire, à partir du moment où ils auront disparu, qu'est-ce qu'on fera? On remontera les prix. On sera à nouveau en situation de monopole. Et on passe d'un monopole de droit à un monopole de fait. Okay? Sauf que, dans la stratégie d'Uber, il y a un truc qui n'était pas prévu. C'est qu'une fois qu'ils ont baissé les prix, un beau matin, ils se sont réveillés et ils avaient des œufs et de la farine sur le building de la boîte à Paris, là, avec des VTC en bas. Ils n'étaient pas contents. Ils disaient, mais non, vous ne pouvez pas baisser les prix. Vous pouvez pas baisser les prix parce que la course, c'est quand même nous qui l'avons, c'est pas vous. Vous êtes une plateforme. Vous prenez toujours 25% pas ça, de toute façon, donc les prix qui baissent un peu ou pas, en gros, vous vous en foutez, parce que de toute façon, vous prenez 25%. Et là, Uber a dit, bah si, je peux baisser les prix, parce que de toute façon, c'est moi qui vous propose de faire une course à ce tarif-là, et vous êtes libre de choisir ou de ne pas choisir. Alors là, le VTC l'a regardé, il dit, mais si, parce que dans le code du travail, vous ne pouvez pas m'empêcher vous pouvez pas me virer, quoi. Et là, lui a dit, on n'est pas dans le code du travail, on est dans le code de commerce. Moi, je vous propose une prestation, comme sous-traitant, vous la faites ou vous la faites pas. Si vous voulez plus travailler avec moi, vous ne travaillez plus avec moi. Chacun est libre, on rentre chez nous. Je trouverai d'autres VTC pour le faire.
C'est d'ailleurs ce qui s'est produit, parce qu'en réalité, là on parle des chauffeurs qui manifestaient, il y avait 500 chauffeurs en tout et pour tout qui ont manifesté contre Uber. Je rappelle que rien qu'à Paris, ils ont 22 000 chauffeurs. Donc 500 de plus, 500 de moins, 500 de perdus, 500 de retrouvés. Globalement, ils n'ont pas écouté les VTC, ils ont maintenu les prix. Mais ce qui est intéressant quand même dans le modèle, et là je vais enfoncer quelques portes ouvertes. D'abord, on n'en serait pas arrivé là si les taxis n'avaient pas spéculé pendant 2 siècles sur le prix de la plaque. Je rappelle que le prix de la plaque vendu par l'État aux taxis, y compris d'ailleurs en ce moment, parce que l'État continue, les préfectures de police continuent à vendre des plaques aux taxis, c'est 70 €. Les plaques, ça vaut 70 €. Comme on a créé un numerus clausus, on a, de manière artificielle, créé un marché de rareté, puisque moyen de plaque, plus c'est rare, plus c'est cher. Or, les gens vont donc spéculer d'année en année, génération en génération. Et donc le premier a vendu 10 000 francs, le deuxième 50 000 francs, le troisième 100 000 francs, le quatrième 20 000 €. Et à un moment donné, on s'est retrouvé une plaque qui valait 200 000 €. Mais sur un marché totalement artificiel, puisque la rareté, elle n'est tenue que par le numerus clausus. Et pas par le fait qu'il n'y a pas assez de taxis parce que les gens n'arrivent pas à être diplômés. C'est juste que c'est un numerus clausus. Du jour où vous cassez le numerus clausus ou vous mettez sur le marché d'autres prestataires pour faire le même travail, ben la plaque, en fait, elle vaut 0. Enfin, elle retourne à son prix initial. Alors, pour préciser les choses, mais encore plus précise, la plaque, elle n'a pas tant baissé que ça. C'est-à-dire qu'elle est passée de 200 000 à 140 000. Elle a baissé, bien sûr. Ceux qui l'ont acheté à 200 000, c'est le dernier, celui qui s'est fait avoir dans la pyramide de Ponzi, vous savez, en bas. Qui, lui, en fait, paye pour l'historique des 2 siècles d'avant de tous les gens qui se sont payés cette plaque avec. Ben, il est allé voir sa banque, il a dit, ben maintenant, le prix 140 000. Ben, il a dit, il va falloir la payer. Bon. Sauf qu'il dit, ben non, c'est l'État qui va la payer. Et l'État, il dit, ben, je ne vais pas vous la payer, je vous l'ai jamais vendue. Ah, dit, ben c'est vrai. Alors, c'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'en fait, l'État, à chaque fois qu'il y a une cession de plaque, il prend quand même du cash au passage. En fait, il y a des frais de cession, en moyenne de 20%. Donc, si on regarde sur 2 siècles ce que l'État a pris, on est peut-être équilibré. Bon. Donc, la plaque, elle est à 140 000 aujourd'hui. Pourquoi elle ne va pas trop baisser? Parce que malgré tout, le taxi, c'est une prime sur un marché. D'abord, sur un marché en croissance, parce que le marché du VTC et du transport des personnes croît beaucoup. Et deuxièmement, parce qu'un taxi peut quand même faire attraper les gens au vol, on peut les faire de la maraude, rouler sur les voies spécialisées et se garer sur les emplacements de taxi, notamment sur les bords de taxi, qui sont des contraintes, enfin des facilités que n'ont pas les VTC. Ensuite, donc il y a eu la loi Grand-Guillaume, puis la mission Rapoport qui avait d'éclaircir un peu les positions entre les uns et les autres. Malgré tout, Uber reste un problème. Ça reste un vrai problème. Parce que, d'abord, et comme un peu toutes les grandes plateformes américaines qui sont chez nous, d'abord, ça perd beaucoup d'argent, donc je vous l'ai expliqué, on est sur un monopole de fait, un jour ils vont avoir complètement sur le marché. Et là, on va pas closer pour pleurer, parce qu'on n'aura plus que ça à dire, et de dire, maintenant qu'Uber a 90% du marché, ils peuvent monter les prix, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, etc., etc. Deuxièmement, ils peuvent copier les données, enfin, ils copient les données tous les jours aux États-Unis, ils font tourner leur machine d'intelligence artificielle en permanence, et c'est ça leur vraie valeur aujourd'hui. Leur capitalisation, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'énorme intelligence artificielle qui sont en train de se créer autour de la mobilité. En soi, on pourrait dire que tout cet épisode sur les VTC, c'est que secondaire par rapport à leur objectif premier qui est d'avoir des véhicules autonomes. Et plus ils auront fait tourner les véhicules dans toutes les villes de France, plus ils les auront affinés, plus ils auront un modèle hyper précis d'intelligence artificielle, plus leur véhicule autonome sera fiable. Et ça nous pend au nez. Et puis enfin, j'ai déjà dit, il y a aujourd'hui 22 000 VTC actifs en France. Autre élément qu'il faut beaucoup prendre en compte, sur ces 22 000 VTC, il y en a 73% qui n'avaient ni CDD, ni CDI, ni entreprise, ni allocation avant de commencer chez Uber. Alors là, quand je vais faire une conférence dans une boîte du CAC 40, dans une grosse pays de 5000 salariés, et je leur dis qui d'entre vous a créé en 3 ans 17 000 postes, 18 000 postes, avec 50 000 € de chiffre d'affaires en moyenne par VTC, les têtes se baissent. Parce qu'on peut tous cracher sur Uber, dire ouais c'est pas bien, c'est une grosse multinationale, ils nous embêtent, ils copient nos données, ils respectent pas un certain nombre de choses, ils veulent pas réqualifier en salariés les VTC et tout. Sauf que c'est quand même les seuls, en 3 ans, à avoir fourni un équivalent revenu et un levier d'insertion à 17 000 personnes qui étaient dans les banlieues et dont tout le monde se moquait. Et encore une fois, je parle du constat, je ne parle pas tellement de la logique politique, vraiment du constat. Autre exemple,
Il s'agit de Take It Easy. Alors Take It Easy, c'est intéressant. C'est la première faillite d'une start-up de l'ubérisation par la food tech, dans la livraison de nourriture, de pas emporter. Alors c'est vachement intéressant. D'abord parce que cette plateforme, elle a un modèle un peu plus complexe que les autres. Une plateforme de food tech, c'est pas 3 parties prenantes, comme je l'ai expliqué jusqu'à là, c'est 4 parties prenantes. Pourquoi? Parce que vous avez la plateforme qui met en relation le restaurant qui a failli fabriquer le plat avec le client qui va l'acheter. La promesse, c'est le meilleur plat de votre meilleur restaurant chez vous en 30 minutes. D'accord? Donc, les gens se disent, c'est super, j'ai un restaurant de sushi qui est pas loin, en 30 minutes, je vais livrer mon plat. Et, comme la plateforme ne fait rien et ne produit rien, il faut bien que le plat il aille du restaurant au client final. Comme le restaurant ne livre pas et que le client ne va pas chercher son plat, on fait intervenir un cycliste. Parfois il est en mobilette, mais rarement. Et ce cycliste, qui est une 4e partie dans l'équation, va, sur ordre de la plateforme, au restaurant du coin, mettre dans son sac le plat et l'amener chez le client. Ok? Et Take It Easy, alors en fait c'est un peu un épiphénomène par rapport au monde de la food tech. C'est la seule de 4 grosses boîtes de la food tech à cette figure. Et c'est intéressant de comprendre pourquoi. D'abord parce que Take It Easy, donc c'est la première d'entre elles à cette montée. Aujourd'hui vous avez Take It Easy, Deliveroo, Foodora et Uber, qui a lancé une filiale qui s'appelle Uber Eats, qui livre des plats aujourd'hui dans Paris et dans Bordeaux. Ils se sont déployés sur le marché français avec 3400 restaurants, 2400 livreurs, communauté de livreurs à vélo hyper sympa, hyper dynamique. Ils ont créé quelque chose. Il y avait quelque chose. Il y avait un état d'esprit, une ambiance, c'était la livraison écolo, sympa, et tout et tout. Et à un moment donné, ils se disent, alors d'abord c'est pas évident de trouver des livreurs à vélo. Il faut les former, il faut les déclarer comme étant entrepreneurs, il faut qu'ils soient qualifiés, il faut qu'ils mettent le sac sur le dos, machin. Et souvent c'est des étudiants, ils arrêtent en septembre. Donc pour avoir une flotte qui tienne la route, c'est pas ça. 2, ils se disent, nous, on a une grosse saisonnalité. Ce que n'a pas Uber. Et ça fait à peu près logique, tout le monde consomme entre midi et 14h et entre 19h et 22h. Et personne n'achète un steak à 16h30, vous voyez. Non, c'est un peu le problème. Donc on a besoin d'avoir notre flotte qui soit super dédiée. Donc il faut que quand on les appelle, de midi à 14 et de 19 à 22, ils soient prêts à venir. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va être un peu plus malin que les autres, croyez-il, et on va leur garantir que toute heure commencée est due et que toute heure sera réglée 17 € minimum. Bonus, en fonction de la vitesse, en fonction du nombre de connexions par jour, par semaine, etc. Et en faisant ça, en fait, ils ont fait un pari qu'ils n'ont jamais tenu. Pour tenir leur pari, il leur fallait 3 courses par heure. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait comme tout le monde, en fait, ils sont courus derrière la masse critique. Ils ont ramé comme des fous, ils ont levé 20 millions. Avec les 20 millions, ils ont essayé d'atteindre la masse critique. Ils ont essayé d'avoir un volume suffisant pour justement rembourser ces 17 € qu'ils avaient promis et qu'ils payaient. Et ils n'ont jamais réussi, parce qu'en fait, il fallait que les actionnaires soient patients. C'est ce que fait Uber. Hein. Uber, il perd $1 milliard tous les ans, ils ont des actionnaires patients. Sauf que là, ils n'étaient pas patients. Alors, ce qui est terrible, c'est que cette start-up belge, qui devait lever donc 20 millions supplémentaires auprès de la Poste le 25 juillet, ne les a pas levés parce que la Poste s'est reculée. Elle s'est écroulée, et 3 jours plus tard, son grand concurrent anglais qui s'appelle Deliveroo a levé 275 millions $. Donc, il ne faut pas s'étonner. Si en France, on n'a que des startups anglo-saxonnes ou américaines qui tournent, c'est juste parce que derrière, il y a des fonds anglo-saxons et américains qui mettent du cash. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est un sujet absolument terrible, BlaBlaCar, qui est une start-up française. On prétend être une licorne parce qu'elle a dépassé son milliard de capitalisation boursière. Sa dernière levée de fonds, qui lui a permis d'atteindre la rentabilité et d'atteindre la masse critique, elle l'a fait où à votre avis? Elle ne l'a pas fait en France. Elle l'a fait aux États-Unis. Et là où c'est encore plus incroyable, c'est que BlaBlaCar opère partout dans le monde, sauf aux États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est des gens qui sont très pragmatiques, les Américains. Et ils se sont dit, si un endroit où on doit investir, c'est dans BlaBlaCar, parce que le modèle fonctionne, ça a l'air fiable, etc. Donc les 400 derniers millions d'euros qu'elle a levés, elle les a levés là-bas. Dernier sujet qu'on va voir ensemble, c'est celui d'Airbnb. Alors Airbnb, c'est un peu moins la même chose, puisque vous avez compris que là, on est dans l'économie collaborative. Encore que, j'en doute fortement,
Pour une raison majeure, c'est que 50% des chambres présentes sur Airbnb sont rattachées par couple minimum à un même propriétaire. D'accord? C'est-à-dire que, en fait, quand vous prenez les 50% de chambres, vous prenez la base avec l'identifiant du propriétaire par rapport à la chambre, vous avez des propriétaires qui possèdent au moins 2 chambres ou plus, et ça représente 50% de la base. Ça veut dire qu'en réalité, il y a beaucoup de gens sur Airbnb qui en vivent de manière lucrative. Alors, ce qui est très intéressant sur Airbnb, c'est un peu le même schéma. Là, les stats sont un tout petit peu dépassés parce qu'il y en a qui sont encore de 2016. La valorisation, c'est 31 milliards pour une boîte qui, là aussi, n'est pas rentable, qui a annoncé peut-être, mais c'était sous grande précaution de parole, elle serait peut-être rentable au premier trimestre. Elle fait des levées de fonds en permanence, donc là aussi, c'est pareil, il n'y a aucun problème à lever. Et ce qu'il faut bien reconnaître, et c'est ça que je trouve absolument incroyable, c'est que en 2016, 11% des nuitées de France, 11% des nuitées de France se sont faites sur Airbnb. Alors là, il y a un sujet, il y a un double sujet qui est un sujet fiscal. D'abord sur la fiscalité du particulier, ensuite sur la fiscalité des communes. La fiscalité du particulier, c'est que, on n'a pas la stat exacte parce qu'évidemment les gens fraudent donc ils ne le disent pas, mais ce qui s'est produit en 2016, c'est que visiblement 30% seulement des gens qui avaient mis une chambre à louer sur Airbnb, qui l'avaient loué, ont déclaré sur leur micro-foncier ce revenu à l'impôt sur le revenu. Donc en réalité, et c'est pas tellement de la faute d'Airbnb lui-même d'ailleurs, parce qu'eux ils donnent un relevé dont ils disent aux gens déclarez-le sur votre feuille d'impôt sur le revenu. Les gens ne le font pas, et du coup il y a une fraude sociale généralisée, une fraude fiscale généralisée sur le sujet. 2, il y a la taxe de séjour, le fameux débat de la taxe de séjour. Alors la taxe de séjour c'est très drôle. Donc vous savez qu'un hôtel, vous payez une taxe de séjour, c'est quelques euros, c'est 2-3 euros à chaque fois. Je sais pas le pourcentage en tête. Airbnb a toujours dit, nous, on ne fera pas payer la taxe de séjour à nos résidents. Et là, on a été assez fort. Le politique a dit, en l'occurrence, la mairie de Paris a dit, nous, c'est hors de question. Si vous ne payez pas la taxe de séjour, on vous interdira. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils ont fait un bras de fer qui a duré près de 18 mois. Au bout de 18 mois, Airbnb a dit, d'accord, je paye la taxe de séjour. Et du jour où ils ont payé la taxe de séjour, la mairie a dit, mais c'est absolument incroyable. En fait, c'est leur premier collecteur de taxe de séjour dans Paris. Hein, là, on parle de 1,2 million au dernier trimestre 2015, on parle de 10 millions en 2016, visiblement, on parle de 20 millions en 2017. Donc, il n'y a pas un palace, il n'y a pas une chaîne d'hôtel, il n'y a personne qui verse autant que ça, évidemment, personne. Donc, depuis, ce sont les meilleurs amis du monde, d'accord. Sauf que ça a posé, évidemment, la question, et ça, Airbnb s'en doutait, et les autres. Je rappelle, c'est caché là, je crois, mais c'est 16 000 communes en France, Airbnb. Donc, on a réglé le problème de Paris, on n'a pas réglé le problème des 15 999 autres communes, qui, elles aussi, a rien touché. Alors, c'est pas 10 millions, mais c'est 50 000, 20 000, 15 000 euros. Et là, on vient de franchir un nouveau cap, puisqu'au 1er mai, il y a 31 communes supplémentaires qui vont avoir leur taxe de séjour collectée par Airbnb. Au 1er mai. Enfin, on parle de 31 communes. Hein. Voilà. Donc, il y a un vrai sujet fiscal sur l'économie de plateforme. J'ai combien de temps 5 minutes. Voilà, 31 minutes où je m'attaque ces jours, je vais délaisser. Alors, il y a toutes les questions de que reste-t-il à ubériser. Alors, l'énergie, bien sûr, la sécurité, ça j'en ai déjà parlé un petit peu. Le bâtiment, alors le bâtiment, c'est pas, c'est déjà en cours, hein, c'est même très en cours sur les petits chantiers de moins de 2000 euros, dans Paris surtout. Il y a des plateformes qui commencent à se développer. La première plateforme, elle a 700 artisans du bâtiment référencés. Et on commence à avoir un certain temps. Là, c'est un petit dessin qui montre les plus et les moins de la raison pour laquelle un secteur serait ubérisé. Dans le bâtiment, ça va se faire, c'est en train de se produire. La question qui se pose, c'est à partir de quand ça va s'arrêter par rapport à la taille des travaux. Est-ce qu'on fait refaire une maison sur une plateforme? Je ne crois pas du tout. Est-ce qu'on fait refaire une salle de bain? Sans doute. Est-ce qu'on fait réparer un robinet? Visiblement, c'est assez clair. Ou ouvrir une serrure. Hein. Le média, on ne va pas en parler ce soir. SOS médecin, alors ça aussi c'est très très marquant. Il y a plusieurs startups qui sont en train d'essayer de le faire. La santé est très
dans le secteur, dans la visée des startups, parce que c'est un gros marché. C'est un marché en pleine croissance. Et c'est un marché qui, en fait, n'est pas financé en direct par le consommateur, il est financé par l'État. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, c'est quand même la Sécu qui paye pour nous. Et donc, dans le cas de SOS Médecins, il y a beaucoup d'arguments qui plaident en faveur d'une ubérisation du service. Alors on le voit, la géolocalisation du médecin, enfin je liste pas les irritants que vous avez quand vous avez votre petite fille ou votre petit garçon qui a 39 ou 42 fièvres et vous attendez SOS Médecin, hein, vous dites quand est-ce qu'il arrive et il est où et pourquoi il n'est pas là et pourquoi je peux pas parler avec lui quand il roule, et, etc. etc. Voilà. Alors en Suisse par exemple, c'est déjà en place, il y a une plateforme qui fait ça, et on voit bien que les irritants sont nombreux, sont faciles à gommer avec les nouvelles technologies, mais il y a encore quelques points de réglementation qui font que, dans un certain nombre de cas, notamment pour se faire rembourser, on voit pas bien comment ça peut marcher si on a le tiers payant ou des choses comme ça à mettre en œuvre. Encore que pour SOS Médecins, il y a rarement le tiers payant. Alors, pour accompagner le phénomène, donc là, ça c'est un peu le catalogue à la Prévert de tout ce qu'on a fait depuis 2 ans en matière d'avancée fiscale et sociale. On parle, on fait des conférences et on va aussi bosser au ministère souvent. On se rend compte, on fait des groupes de travail avec une quinzaine de plateformes et on a notamment mis en place tout ça donc dans des lois de finances, dans la loi travail, la fameuse loi El Khomri. On a créé une responsabilité sociale des plateformes qui fait que les indépendants ont notamment la formation, l'accident du travail, la maladie professionnelle et la VAE payée par la plateforme. Hein, donc il commence à y avoir une prise en compte par les plateformes d'un certain nombre d'enjeux sociaux vis-à-vis de leurs indépendants, vis-à-vis de la coiffeuse, vis-à-vis du bricoleur, etc. etc. On a réglé un certain nombre de problèmes fiscaux, notamment les seuils pour l'allocation sur Airbnb, la notion de partage de frais aussi, en fonction des activités. Hein. Si vous faites du blablacar, vous n'avez pas de fiscalité. Par contre, si vous partagez des frais de type co-cooking, vous faites un repas pour les gens, mais vous ne mangez pas avec eux et vous leur servez le repas, ben là, il y a un but lucratif, donc il y a des frais qui sont refiscalisés derrière. Voilà, pour essayer de redonner un peu de sens, quand même, et d'inclusion de tout ça dans la société, parce que c'est quand même, on part de loin. Et puis, les 6 enjeux majeurs qui restent à traiter. D'abord, le premier que j'ai beaucoup évoqué avec vous ce soir, c'est celui des champions français. Airbnb, Uber, Deliveroo, Blablacar, etc. Aujourd'hui, c'est que des boîtes capitalisées aux États-Unis ou en Angleterre. On n'a pas de champion européen. Et en tout cas, on n'a pas de volonté exprimée par les politiques d'en avoir. C'est un vrai problème. Deuxièmement, il y a le système social. Comment on finance notre système social? Si on précarise de plus en plus ces modèles, qu'on a des gens qui quittent de plus en plus le code du travail pour arriver dans le code de commerce, c'est-à-dire dans le travail indépendant, le travail entrepreneurial, il va falloir mieux les couvrir. Et on ne peut pas croire qu'on va se payer à bon compte une protection sociale juste sur le dos des plateformes. Ça ne marchera pas. Les plateformes, elles couleront, elles déposeront le bilan, elles iront opérer partout sauf en France parce qu'on leur aura trop mis sur le dos. L'histoire de l'éthique et de la gouvernance, notamment la donnée. Moi, je plaide pour un moratoire de la protection des données. On ne peut pas accepter que toutes nos données soient toutes copiées aux États-Unis, qu'ils construisent en fait leurs vraies barrières à l'entrée qui sont leur intelligence artificielle et leur big data sur notre dos, et que nous, on n'ait droit à rien dans tout ça. Et là aussi, c'est pareil, il faut du courage politique très fort pour le faire. La fiscalité, j'en ai parlé. La réforme du code du travail, notamment dans tout ce qui est protection sociale, je l'ai évoqué. Et enfin, faire évoluer le modèle économique pour permettre que nos acteurs traditionnels soient accompagnés vis-à-vis de ces modèles et qu'on trouve des solutions intermédiaires. Il y en a des très bonnes, notamment les avocats, je pense à eux parce qu'ils ont fait quelque chose de super. Ils ont tissé des liens avec les plateformes. Et on voit en réalité que la séparation, la différenciation entre la plateforme et l'acteur de terrain, elle se fait naturellement. Faire un testament qui coûte 80 ou 100 euros sur une plateforme et qui est quasiment automatisé par le robot et par la plateforme, ça n'a pas de sens que l'huissier ou le notaire continue à le faire. Par contre, dès qu'il faut acheter une maison, dès qu'il faut faire une donation, dès qu'il faut organiser un legs, dès qu'il faut passer dans des choses beaucoup plus complexes, alors c'est naturel qu'on retourne vers le technicien ou l'expert de proximité. Donc on voit bien que le marché peut se répartir comme ça intelligemment sur un certain nombre de secteurs, notamment les professions libérales. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie, peut-être à la vie.